1000 coups de fer sur la pierre pour chaque coup de fer sur la chair. Tandis que les poètes magnifiaient l'éclat des armures et la fureur des charges de cavalerie, la véritable conquête du monde ne sentait pas le sang des barbares vaincus, mais l'argile mouillée, la sueur de pain et la sueur rance. Si vous aviez retiré à un légionnaire romain sa célèbre épée courte, il serait resté une unité mortelle de l'Empire. Mais il suffisait de le priver d'un seul outil grossier et lourd à la lame courbe, et toute la machine de guerre romaine se serait arrêtée net au bout de 3 jours. Quel était cet objet qui pesait plus qu'un bouclier, coûtait moins cher que des sandales, mais avait sauvé plus de vies romaines que tous les casques de l'Empire réunis? Et pourquoi était-ce précisément lui qui forçait les ennemis de Rome à se rendre avant même le début de la bataille? La réponse à cette question ne réside pas dans les mythes héroïques, mais dans la comptabilité sèche de la guerre, tenue par l'historien Flavius Joseph. Dans ses écrits sur la guerre des Juifs, il décrit avec la méticulosité d'un intendant l'équipement que portait chaque fantassin, et le poids total de ce fardeau ferait frissonner l'homme moderne. Le légionnaire portait non seulement ses armes et son armure, mais aussi une scie, un panier à terre, une chaîne, une courroie et une réserve de provisions pour 3 jours, se transformant en une bête de somme capable de parcourir 30 kilomètres par jour. Toute cette charge, atteignant 40 kilogrammes selon les estimations modernes, reposait sur les épaules d'hommes dont la tâche principale n'était pas de tuer, mais de bâtir la civilisation là où il n'y avait auparavant que des forêts et des marais. Parmi cette panoplie d'outils, elle régnait la dolabra. Cet outil de terrassement universel, combinant d'un côté une hache lourde et de l'autre une pioche aiguisée, était la clé même qui ouvrait les portes à Rome dans n'importe quelle province. Les découvertes archéologiques, par exemple celle du camp de Newstead, nous montrent des têtes en fer massives pesant jusqu'à 2,5 kg, fixées sur des manches en chêne, polies jusqu'à l'éclat par les paumes calleuses de milliers de soldats. La dolabra n'était pas une arme d'honneur. Elle n'était pas décernée pour la bravoure, mais c'était le son même de milliers de dolabras s'enfonçant simultanément dans le sol, qui était le son le plus terrifiant pour les ennemis observant les Romains depuis les collines. Quand nous regardons les bas-reliefs antiques, par exemple sur la colonne Trajane, nous voyons une image étrange pour un monument militaire. Les soldats qui abattent des arbres et posent des briques y sont représentés plus souvent que les guerriers en combat. Cette séquence visuelle confirme les paroles du général Gnaeus Domitius Corbulo, qui, selon le témoignage des chroniques de guerre, affirmait que les victoires sur l'ennemi sont remportées non pas par l'épée, mais par la pioche. L'armée romaine était la seule force dans le monde antique qui arrivait sur le champ de bataille, non pas simplement pour se battre, mais pour modifier entièrement le paysage selon ses besoins, transformant le chaos de la nature sauvage en une structure ordonnée de camp impérial. Cette capacité à changer la réalité autour d'elle nécessitait un type particulier d'individu, appelé immune. C'était le nom donné aux soldats possédant des compétences spéciales, ingénieurs, maçons, charpentiers, qui étaient exemptés des tâches lourdes pour diriger les travaux exécutés par l'infanterie de base. L'immunis était le cerveau de la construction, tandis que les muscles étaient les milliers de légionnaires, dont les mains étaient habituées aux manches de la dolabra, encore plus qu'à celui du gladius. Imaginez un champ qui, en quelques heures seulement, se transforme d'une prairie vierge en une forteresse imprenable aux rues régulières. Et vous comprendrez pourquoi les barbares considéraient les Romains comme des sorciers commandant la terre. Mais pour que ce système fonctionne, il fallait une endurance et une discipline surhumaine, établies dès la phase de préparation. Le théoricien militaire romain Végès écrivait dans son traité que les recrues étaient d'abord entraînées non pas à l'escrime, mais précisément à la coupe de bois, au transport de charges lourdes et au creusement de fossés, afin que leur corps devienne aussi rigide
que des planches de chêne. La majorité des nouvelles recrues étaient éliminées à ce stade, lorsque la romance de la guerre se brisait sur le travail monotone et épuisant du terrassier, où l'ennemi principal n'était pas un homme avec une lance, mais la fatigue et les ampoules. Celui qui survivait à ces entraînements devenait une partie d'un mécanisme capable de broyer n'importe quelle armée du monde, non pas tant par la force des armes que par la force de son éthique de travail infinie. Cette obsession du travail avait aussi un effet purement psychologique. Un soldat qui construit chaque soir de ses propres mains un foyer sûr ressent une confiance inaccessible aux barbares dormant sous la pluie dans les buissons. Les pierres et la tourbe, disposées dans le bon ordre, créaient un mur entre l'ordre romain et le chaos barbare. Et ce mur était construit par les coups de la Dolabra. Tandis que l'ennemi s'en remettait à la chance et à la fureur, la Légion comptait sur la géométrie et la sueur. Et à long terme, les mathématiques l'emportaient toujours sur l'émotion. Mais avant que ce mécanisme ne puisse fonctionner en territoire ennemi, la Légion devait s'y rendre. Et c'est en marche que la Dolabra prouvait pour la première fois qu'elle était plus importante que l'épée. La boue visqueuse et clapotante, capable d'aspirer la sandale du légionnaire jusqu'à la cheville, était un ennemi plus redoutable pour l'expansion romaine que n'importe quel chef germain. Pendant que les généraux dessinaient des flèches sur les cartes dans leurs tentes chaudes, 20 000 hommes s'étiraient en un serpent vivant, de 15 kilomètres de long, rampant à travers les forêts primitives où aucun pied d'homme civilisé n'avait jamais posé le pied. Si la tête de cette colonne s'arrêtait soudainement, la queue ne le serait que plusieurs heures plus tard, créant une bousculade mortelle. Et le seul salut de ce cauchemar logistique était le bruit continu et rythmé du fer frappant le bois. C'est ici, à l'avant-garde de l'avancée, que marchaient des détachements spéciaux, armés non pas de boucliers, mais de haches et de dolabras, ouvrant des clairières là où la nature avait érigé des murs verts. Ces hommes, marchant devant l'armée principale, étaient appelés antecesores. C'était le nom donné aux éclaireurs et pionniers militaires, dont la tâche n'était pas d'engager le combat, mais de détruire physiquement les obstacles sur le chemin de la Légion, transformant les fourrés impénétrables en routes compactées pour les convois de ravitaillement. Gaius Iulius César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, décrit avec un pragmatisme froid comment ces légions construisaient des ponts sur des rivières en crue et traçaient des chaussées à travers les marais en quelques jours seulement, forçant les populations locales à croire au pouvoir surnaturel des Romains. Le travail de l'antecessor était un enfer sur terre. Ils abattaient des chaînes centenaires et concassaient des blocs de pierre avec la dolabra, sachant que tout retard de la colonne en faisait une cible idéale pour une embuscade, et que le prix d'un manche de pioche cassé se mesurait en centaines de vies de leurs camarades qui suivaient. Mais le véritable examen de survie commençait lorsque la marche se terminait et que le soleil commençait à décliner vers le couchant, peignant le ciel de teintes pourpres inquiétantes. À cet instant, alors que le corps de chaque soldat implorait le repos après 30 kilomètres de marche avec leur charge complète, la trompette sonnait un signal qui ne signifiait pas le dîner, mais le début d'un labeur forcé. L'armée romaine ne passait jamais la nuit en rase campagne, comptant sur la chance. Chaque soir, indépendamment de la météo et de la fatigue, elle construisait une ville fortifiée à partir de zéro, et la dolabra était le premier outil à entrer en action. L'historien Polybe, admiratif de ce processus, soulignait que l'emplacement du camp était délimité avec une précision géométrique, et que chaque manipule savait exactement quelle parcelle de terrain il devait creuser. L'élément principal de cette défense quotidienne était la fossa. C'était un fossé défensif profond, de profil en V, qui était creusé autour du camp pour briser la formation de l'ennemi attaquant et rendre impossible une charge soudaine de cavalerie.
La fossa standard avait une largeur d'environ 3 mètres et une profondeur de plus de 2. Et toute cette quantité gigantesque de terre, des milliers de mètres cubes de sol dense et rocailleux, était jetée vers le haut uniquement par la force musculaire des légionnaires et les coups de leurs outils. La Dolabra fonctionnait ici comme le scalpel d'un chirurgien. Le côté pointu ameublissait la terre dure et coupait les racines, tandis que la large lame donnait aux parois du fossé une inclinaison idéale qui empêchait la terre de s'ébouler. La terre extraite du fossé n'était pas gaspillée. Elle servait à créer la guerre, un talus de terre au sommet duquel était installée une palissade faite de pieux que chaque soldat portait sur lui comme partie de son équipement personnel. Flavius Joseph affirme que les Romains érigeaient un camp fortifié en seulement 3 ou 4 heures, travaillant avec une telle vitesse et une telle coordination que les espions ennemis, observant cela depuis la forêt, perdaient toute volonté de résistance. Imaginez le choc psychologique pour le barbare. Le matin, il y avait un champ vide, et le soir, se dressait une forteresse avec des rues régulières, des tentes et des cuisines fumantes, comme si elle était là depuis des siècles. C'était un message à toutes les nations. Rome vient pour toujours, et elle modifie la structure même du monde à son gré. Cependant, cette construction titanesque exigeait des dépenses énergétiques colossales, transformant la guerre en une compétition de ressources. Les physiologistes modernes ont calculé qu'un légionnaire en marche et en construction dépensait plus de 6000 calories par jour, ce qui nécessitait un approvisionnement ininterrompu en céréales, saindoux doux et vinaigre. La machine de guerre romaine fonctionnait aux glucides, et les interruptions dans l'approvisionnement en pain étaient plus redoutables que le manque de flèches, car un soldat affamé ne pouvait pas manier la dolabra à la fréquence requise. Chaque coup de pioche dans le sol rocailleux de la Gaule ou de la Bretagne était payé par le grain cultivé dans la vallée du Nil, liant l'économie de l'Empire en un seul nœud de guerre et de labeur. Mais aussi hautes que fussent les murailles, et aussi profond que fût le fossé, il restait une simple défense passive, donnant du temps, mais pas la victoire. Au moment où les derniers pieux de la palissade prenaient leur place, et où les dolabras étaient nettoyés de l'argile, le silence de la forêt n'était pas rompu par le chant des oiseaux, mais par le grondement sourd et croissant d'une multitude de pas. Le travail des ingénieurs et des terrassiers était terminé, créant la scène pour un drame sanglant. Et maintenant, alors que l'ennemi sortait de l'ombre des arbres directement vers le fossé fraîchement creusé, l'outil de création était sur le point d'être mis à l'épreuve dans le chaos de la destruction réelle. Le fracas de milliers de pierres heurtant les boucliers se mêlait au craquement du bois brisé, créant une symphonie de destruction à en percer les tympans. Quand la légion romaine passait de la construction de son propre camp au siège d'une ville ennemie, la guerre se transformait de l'art de la manœuvre en une ingénierie brutale, où le calibre principal n'était pas les catapultes, mais les muscles des soldats munis de pioches. Si en race campagne la vie du légionnaire dépendait de la rapidité avec laquelle il maniait son épée, sous les murs de forteresses comme Avaricum ou Alésia, le destin d'une campagne entière se décidait par le nombre de mètres cubes de terre qu'il pouvait déplacer en 1 heure sous une pluie de flèches. Ici, dans la poussière et la boue des travaux de siège, la dolabra devenait plus terrifiante que n'importe quel gladius. Car l'épée tuait un homme, mais la pioche tuait l'espoir d'une ville entière. La manifestation la plus grandiose de cette guerre de la terre était la construction de monticules géants qui rampaient vers les murs ennemis, comme des êtres vivants dévorant l'espace. Caius Julius César, dans ses notes sur la guerre des Gaules, décrit avec une fierté froide le siège d'Avaricum, où les légionnaires érigèrent en seulement 25 jours une structure de 24 mètres de haut et 100 mètres de large, travaillant 24 heures sur 24 sous un feu continu. Cette montagne artificielle, par laquelle les Romains prévoyaient d'envahir la ville,
était appelé aguerre. C'était un remblai de siège fait de terre, de rondins et de pierres, destiné à égaliser le niveau des assaillants avec celui des défenseurs sur les murs. Imaginez une colline qui grandit sous les yeux des défenseurs de la ville, rapprochant inéluctablement leurs pertes, et vous comprendrez la terreur des Gaulois. Ils se battaient contre des hommes qui déplaçaient des montagnes. Mais pour s'approcher des murs de près et commencer ce travail titanesque, les soldats avaient besoin d'un abri capable de résister à la chute de blocs de pierre et de pots d'huile bouillante. À cette fin, les ingénieurs créaient des couloirs mobiles, sous la protection desquels les légionnaires, avec leurs dolabras, rampaient jusqu'aux fondations mêmes de la forteresse ennemie. Ces structures défensives, recouvertes de peaux de bœuf humides pour se protéger du feu, étaient appelées vineae. C'étaient des abris légers et portables, qui, alignés, formaient un tunnel sûr pour les sapeurs, leur permettant de s'enfoncer dans la base du mur, comme des termites dans une maison en bois. Polybe note dans ses écrits que le bruit des pioches frappant les fondations sous les vineae était plus effrayant pour les assiégés que les coups d'un bélier, car cela signifiait que le soutien même sous leurs pieds allait bientôt disparaître. Parfois, lorsque les murs étaient trop épais et les défenseurs trop tenaces, les Romains passaient sous terre, transformant la guerre en une bataille cauchemardesque dans l'obscurité et l'étroitesse. L'historien romain Tite Live nous a laissé une description glaçante du siège de la ville d'Ambracie, où les légionnaires ont creusé un tunnel directement sous les fortifications ennemies, s'orientant uniquement par le son et la vibration du sol. Ce passage souterrain, renforcé par des étais en bois, était appelé cuniculus. C'était le nom donné à un tunnel de sapes et de mines, dont le but était soit de faire s'effondrer le mur en enlevant la terre sous celui-ci et en brûlant les étais, soit de pénétrer dans la ville inaperçu. Imaginez un conduit étroit et étouffant, où l'air est lourd de poussière et où la seule source de lumière est une lampe vacillante. Et vous ressentirez cette horreur claustrophobe dans laquelle un soldat armé de sa dolabra devait se frayer un chemin à travers la pierre, s'attendant à ce que la voûte s'écroule à tout moment, ou que des mineurs ennemis surgissent devant lui. Cependant, l'histoire connaît des moments où cet outil grossier, conçu pour concasser les pierres, s'est avéré être le seul moyen de salut en combat ouvert, lorsque le célèbre acier romain s'est révélé impuissant. Tacite, dans ses Annales, décrit la répression de la révolte des tribus gauloises menée par Florus et Sacrovir, où les légionnaires ont affronté un ennemi invulnérable à leurs épées et lances. Les Gaulois avaient mis en avant des détachements de gladiateurs enfermés dans des armures de fer continu, que les gladis romains ne pouvaient ni percer ni couper, rebondissant sur la cuirasse avec un tintement inutile. Ces guerriers lourdement blindés, appelés crupellari, avançaient sur la formation romaine comme des chars vivants, semant la panique parmi l'infanterie habituée à ce qu'une seule estocade précise décide de l'issue du duel. À ce moment critique, alors que la ligne de la Légion commençait à vaciller face à l'ennemi invulnérable, les commandants donnèrent un ordre qui semblait de la folie. Jeter les épées et prendre les pioches et les haches. Tacite écrit que les légionnaires commencèrent à hacher les corps et les armures, comme s'ils démolissaient un mur, utilisant les lourdes lames des dolabras pour briser les casques et fracasser les cuirasses des crupellari par la pure énergie cinétique du coup. La scène ne ressemblait pas à de l'escrime noble, mais au travail de forgeron dans une forge infernale. Le lourd bec de la dolabra, perçant le fer, transformait l'invulnérabilité de l'ennemi en piège mortel, écrasant le métal avec les os. L'image du guerrier brillant fut détruite par l'outil sale du terrassier, prouvant qu'à la guerre, ce n'est pas celui qui est le mieux équipé qui survit, mais celui qui sait s'adapter à toute menace. Cette victoire brutale sur les géants blindés a montré la véritable nature de la machine de guerre romaine. Il ne s'agissait pas d'élégance, mais d'efficacité à tout prix. Mais même les murs les plus solides et les armures les plus épaisses
cédait tôt ou tard sous la pression du fer. Cependant, il existait un ennemi qui ne pouvait être frappé avec une pioche: le temps et l'épuisement. Lorsque la poussière de la bataille retombait et que l'adrénaline se dissipait, ne laissant que la douleur lancinante dans les muscles et l'odeur des corps en décomposition, les légionnaires étaient confrontés aux conséquences de leur labeur, qui changeaient non seulement la carte du monde, mais aussi leurs propres âmes. 17 kilomètres de peur continue, moulés sous la forme d'un remblai de terre, séparaient l'armée la plus puissante de l'Antiquité de l'anéantissement total. En septembre 52 avant Jésus-Christ, sur le plateau d'Alésia, eut lieu une bataille qui aurait dû être le tombeau de Caius Julius César, mais qui devint au lieu de cela le plus grand triomphe de la pelle et de la pioche romaine. Là, au cœur de la Gaule révoltée, les légionnaires firent face au cauchemar de tout commandant. Ils assiégeaient un ennemi enfermé dans une forteresse, mais se retrouvaient eux-mêmes encerclés par un blocus lorsqu'une armée de libération gigantesque apparut à l'horizon. Dans cette situation, alors que 250 000 Celtes enragés se préparaient à frapper par derrière 50 000 Romains, la seule chance de survie fut de transformer le champ ouvert en un labyrinthe mortel. Et ce labyrinthe fut sculpté par les coups de la Dolabra. César, dans ses commentaires, donne des chiffres qui semblent fantastiques. En quelques semaines seulement, ses soldats déplacèrent plus de 2 millions de mètres cubes de terre, créant un double anneau de fortification d'une longueur totale de 25 kilomètres. Cette double ligne de défense, orientée à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur, était appelée circumvallation. C'était le nom donné à la ligne extérieure de fortification, conçue pour protéger les assiégeants de l'armée de secours ennemie. Imaginez un serpent qui se mord la queue tout en étant hérissé de pointes dans toutes les directions. Les Romains construisirent des murs de 4 mètres de haut, surmontés de tours, mais le plus terrifiant était ce qui se cachait dans l'herbe devant ces murs. C'est ici que le génie d'ingénierie de Rome, armé d'un simple outil de terrassement, manifesta sa cruauté la plus inventive, transformant le paysage en une machine à tuer. Les légionnaires creusèrent des milliers d'entonnoirs, au fond desquels ils installèrent des pieux brûlés, tranchants comme des rasoirs et durs comme du fer, qu'ils masquaient par-dessus avec des tressages et de l'herbe. Ces pièges mortels, dont la forme rappelait une fleur inoffensive, les soldats les appelaient avec un humour sombre les lits. C'étaient des rangées de trous de loups, camouflés, disposés en quinconce, qui brisaient les jambes des chevaux et transperçaient les pieds des fantassins, transformant une attaque rapide en un carnage sanglant. La création d'un seul de ces champs de la mort nécessitait des milliers de coups précis de dolabra dans le sol rocailleux, et chaque coup était un investissement dans leur propre vie, qui fut rentabilisé au centuple. Quand l'énorme horde gauloise, commandée par Comines, s'abattit finalement sur l'anneau extérieur des fortifications, leur fureur ne se brisa pas sur les boucliers des légionnaires, mais sur la géométrie des fossés et des remblais. Les sources antiques décrivent le chaos qui régna dans les rangs des assaillants. Les guerriers tombaient dans des fosses cachées, se heurtaient à des crochets de fer dissimulés dans l'herbe, et pendant tout ce temps, les Romains, postés au sommet du rempart, les criblaient d'une grêle de pilums. La terre, transformée par le labeur romain, se battait elle-même contre les barbares. La Dolabra avait créé une distance que même la bravoure la plus désespérée ne pouvait franchir. Et pendant que l'ennemi se vidait de son sang dans les Lilias, les légionnaires pouvaient économiser leurs forces pour le coup décisif. Au plus fort de la bataille, alors qu'il semblait que la vague vivante des Gaulois allait finalement percer la défense à un point faible, se produisit ce qui changea à jamais la conception de la guerre. César, voyant la crise sur le secteur nord, mena personnellement les renforts dans une contre-attaque. Mais son succès fut assuré
non seulement par l'éclat de son manteau rouge, mais aussi par le fait que l'ennemi était déjà épuisé par le franchissement des obstacles. L'historien Plutarque note que les Romains ont gagné à Alésia non pas parce qu'ils maniaient mieux l'épée, mais parce qu'ils avaient forcé l'ennemi à se battre selon des conditions dictées par les ingénieurs romains. Chaque mètre de fortification, chaque fosse creusée était une condamnation silencieuse de l'indépendance gauloise, signée par la main calleuse du légionnaire bien avant que la première épée ne soit tirée. Le prix de cette victoire se mesurait non seulement en ennemis tués, mais aussi en mains usées jusqu'à l'os des vainqueurs eux-mêmes. Après la bataille, lorsque Vercingétorix jeta ses armes aux pieds de César, les légionnaires se tenaient debout, appuyés sur leurs dolabras, sales, épuisés, ressemblant plus à des mineurs qu'à des guerriers de la lumière. Ils avaient déplacé des montagnes de terre pour survivre, et c'est précisément ce travail sale et non héroïque qui devint le fondement sur lequel s'établit définitivement la domination de Rome sur l'Europe. La Gaule ne fut pas conquise au moment où le chef se rendit, mais durant ces nuits où, sous la pluie et le vent, les soldats, maudissant tout, continuaient à frapper la terre rocailleuse, croyant que la sueur économisait le sang. Mais Alésia ne fut pas seulement une victoire militaire. Ce fut le point culminant d'une doctrine qui plaçait la pelle au-dessus de l'épée. L'Empire romain, en s'étendant, fit face à de nouveaux défis où l'ennemi n'était plus les hommes, mais les distances, le climat et le temps lui-même. La victoire en Gaule ouvrit la voie à de nouvelles frontières, où la dolabra cessa d'être un simple outil de guerre pour devenir un instrument de colonisation, créant des routes par lesquelles les légions pouvaient atteindre le bout du monde. Le silence qui s'abattit sur les champs de Gaule et de Germanie après les grandes batailles était trompeur, car il ne signifiait pas le repos. Quand la dernière épée fut essuyée de son sang et rengainée, commença l'ère de la plus grande gloire de la dolabra, transformant l'outil de destruction en instrument d'immortalité. L'Empire romain réalisa que conquérir un territoire n'était que la moitié du travail. Pour le maintenir, il fallait relier les terres dispersées en un seul organisme, et cela ne pouvait se faire qu'en perçant des chemins à travers les montagnes et les marais. Les statistiques, compilées par les historiens modernes à partir des cartes routières d'Antonin, sont stupéfiantes. Les légionnaires construisirent de leurs propres mains plus de 85 000 kilomètres de routes principales pavées, ceinturant le globe d'un réseau de pierres dont la longueur dépasse 2 fois l'équateur. Ces routes n'étaient pas de simples sentiers pour les marchands. C'étaient des ouvrages d'ingénierie s'enfonçant jusqu'à 1,5 mètre dans le sol, capables de supporter la marche d'une légion surchargée par tous les temps. Les Romains appelaient une telle construction via munita. Ce terme se traduit par route fortifiée, soulignant que la chaussée n'était pas perçue comme une infrastructure civile, mais comme un mur horizontal, un prolongement de la forteresse. Les coupes archéologiques montrent un millefeuille de grosses pierres, de gravier, de sable et de dalles, posées avec une telle densité que des véhicules modernes y circulent encore 2000 ans plus tard. Imaginez une cicatrice sur le corps de la Terre qui ne se referme pas pendant des millénaires, rappelant aux descendants que des hommes qui ignoraient le mot « impossible » sont passés par là. Mais le monument le plus grandiose à la pioche du légionnaire ne fut pas les routes, mais les murs colossaux qui séparaient la civilisation de la barbarie aux confins du monde connu. En 122 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien, visitant la Bretagne, donna un ordre qui sonnait comme un défi à la nature elle-même. Séparer les Romains et les barbares, par une barrière de pierre s'étendant de mer à mer. 3 légions, la Secunda Augusta, la Sexta Victrix et la Vicessima Valeria, prirent leurs dolabras pour ériger un mur de 117 km de long, travaillant sous des pluies constantes et les incursions des Pictes. L'histoire auguste rapporte que ce mur fut construit en seulement 6 ans, ce qui semble inconcevable même pour une entreprise de construction moderne
avec ses excavatrices et ses grues. Chaque pierre de ce mur fut taillée à la main, et beaucoup d'entre elles ont conservé des inscriptions grossières qui sont aujourd'hui des documents inestimables pour les historiens. Ces marques de repérage sont appelées pierres de centurie. Ce sont des inscriptions gravées sur les blocs de façade, indiquant quelle centurie spécifique de soldats a construit cette section du mur, servant à la fois de rapport de travail effectué et de motif de fierté pour l'unité. En regardant ces pierres moussues aujourd'hui, nous ne voyons pas seulement la frontière de l'Empire, mais la sueur figée dans le granit de milliers d'hommes dont les noms ont été effacés de la mémoire, mais dont le travail a survécu aux États et aux religions. La dolabra n'agissait pas ici comme un instrument de meurtre, mais comme le ciseau d'un sculpteur, ciselant le visage de l'Empire sur les falaises de Bretagne. Ce travail colossal avait un objectif prosaïque mais cruel: l'étranglement économique de l'ennemi et le contrôle des mouvements. À l'aide d'un système de fossés et de remblais, creusés par cette même pioche indispensable, les Romains créèrent une zone d'exclusion qu'il était impossible de traverser inaperçue. Du côté sud du mur d'Adrien passait un fossé spécial, appelé Vallum. C'était une large tranchée avec de hauts remblais sur les côtés, qui servait non pas à la défense contre les ennemis du nord, mais au contrôle des mouvements à l'intérieur de la zone frontalière elle-même, empêchant la contrebande et la désertion. C'était le fil de fer barbelé de l'Antiquité, créé à partir de terre et de tourbe, transformant la frontière en un sas hermétique, dont seul Rome détenait la clé. En fin de compte, c'est précisément la capacité du légionnaire à échanger son épée contre la pioche, et inversement, sans perdre en efficacité, qui a rendu Rome éternelle. Les guerres étaient gagnées lors des batailles, mais les empires étaient construits dans les intervalles, lorsque les soldats posaient des aqueducs, drainaient des marais et bâtissaient des villes là où hurlaient auparavant les loups. Plutarque écrivait que le général romain Marius forçait ses soldats à creuser des canaux même en temps de paix, non seulement par utilité, mais aussi pour que l'oisiveté ne corrompe pas l'esprit de l'armée. Le travail devint une forme de discipline, et les callosités sur les mains étaient valorisées autant que les cicatrices sur la poitrine. Car la cicatrice disait que vous aviez survécu, et la callosité que vous aviez créé quelque chose. Cependant, aucun empire ne peut se tenir éternellement, même si ses fondations sont trempées par la sueur de millions d'hommes. Les pierres posées par les légionnaires romains ont survécu aux légionnaires eux-mêmes, ont survécu à leurs dieux et à leurs empereurs. Mais quand la poussière de l'histoire retomba et que les dernières légions quittèrent les frontières, abandonnant leur construction grandiose à la merci du temps, une question surgit qui résonne à travers les siècles. Quelle fut réellement l'arme principale de Rome? L'acier tranchant porteur de mort ou le fer émoussé qui changeait l'essence même de la terre? La réponse à cette question nous mène à une conclusion finale qui concerne non seulement l'histoire ancienne, mais chacun d'entre nous. Lorsque le dernier coup de Dolabra se tut dans les forêts de Germanie et sur les landes de Bretagne, le cœur de l'Empire s'éteignit avec lui. L'effondrement de Rome ne commença pas lorsque les barbares forcèrent les portes de la ville éternelle, mais bien plus tôt, au moment où le soldat romain décida qu'il était indigne de lui de creuser la terre. Le théoricien militaire Flavius Vegetius Renatus, observant avec amertume le déclin du monde antique, écrivit dans son traité que les nouvelles recrues du bas empire commencèrent à refuser de porter des outils lourds et des cuirasses, les considérant comme un fardeau insupportable. Ce n'était pas un simple rejet de l'équipement, c'était un rejet de cette philosophie de travail de fer qui avait transformé une petite communauté italienne en maîtresse de l'univers. C'est précisément à cette époque d'oubli des traditions que fut perdu l'élément le plus crucial de l'art militaire romain, que les historiens appellent la castrametatio. C'était le nom donné à la science de l'établissement et de la fortification du camp,
un système complexe de connaissances permettant à l'armée de créer une forteresse imprenable en tout lieu et à tout moment. Imaginez une légion de la période tardive qui, au lieu de construire, comme leurs ancêtres, une ville géométrique idéale avec des remblais et des fossés en 3 heures, se couche simplement en rase campagne, s'en remettant au hasard. Cette perte de discipline de la pelle se révéla plus fatale que la perte de discipline de l'épée, car une armée qui avait désappris à construire avait inévitablement désappris à vaincre, se transformant d'une force créatrice en une foule de vagabonds armés. L'histoire punit cruellement ceux qui négligèrent le travail ingrat au profit d'une facilité illusoire. Les légions qui cessèrent de modifier le paysage en devinrent elles-mêmes les victimes, se dissolvant dans le chaos des grandes invasions. Cependant, si les empires sont mortels, les outils parfaits qu'ils ont créés vivent éternellement, survivant à leur créateur pendant des millénaires. Les fouilles archéologiques sur les sites d'anciennes batailles, comme le champ de bataille de Hartshorn, nous révèlent un fait surprenant. Les parties en fer des Dolabra, ayant reposé dans le sol pendant 18 siècles, ne diffèrent pratiquement en rien des outils que vous pouvez acheter aujourd'hui dans n'importe quel magasin de bricolage. Les ingénieurs romains avaient atteint une telle perfection en termes d'ergonomie et d'équilibre qu'en 2000 ans, l'humanité n'a rien pu inventer de mieux, se contentant de copier le design antique. Ce phénomène d'immuabilité de la forme est appelé stase morphologique. Ce concept explique pourquoi certains objets, ayant atteint le sommet de leur fonctionnalité, cessent d'évoluer, restant pertinents en dehors du temps et du contexte culturel. En regardant la pioche romaine rouillée dans la vitrine d'un musée et l'outil neuf dans les mains d'un ouvrier de la voirie par la fenêtre, nous voyons une ligne de continuité directe qui nous relie aux légionnaires, plus solidement que n'importe quel livre ou loi. Nous continuons de bâtir notre monde avec la même arme que celle avec laquelle les Romains ont construit le leur, prouvant que la civilisation ne repose pas sur des technologies complexes, mais sur des choses simples, qui fonctionnent sans faute.